sujet. On va inviter Karine Palacios, chef officer, CPO, comme elle dit, Qualcomm, à nous rejoindre, et Dominique Vignard, Business Relationship Manager et Technologie, chez WebHelp. Alors là, tous les deux, vous allez vous traiter du sujet, le fameux dilemme de l'engagement client proactif. L'omnicanalité est-elle nécessaire et suffisante? C'est à vous. Prenez le micro. Karine, elle parle très fort. Alors moi, je parle fort, il paraît qu'il ne faut pas que je prenne le micro parce que sinon, je vais casser les oreilles. Comment ça va? Micro, pas micro. On essaye sans et vous nous interpellez. Donc, Webhelp. Donc, Webhelp, le fondateur tienne à l'esprit start-up de la compagnie. Donc, on est aujourd'hui une petite start-up de 100 000 personnes dans le monde. Et c'est une belle aventure qui date depuis 2020 et sur laquelle on a pu mener pas mal d'expertise au fur et à mesure de notre croissance, notamment sur la partie expérience client et sur la partie de plus en plus aussi technologique. Je vous donnerai quelques mots. Avec un axe data qu'on va voir aussi ensemble, puisqu'on a une filiale indépendante et spécialisée dans le conseil et qui nous aide aussi et qui aide nos clients à ces différents parcours et à cette pertinence de l'omnicanal. Voilà une introduction un peu longue. Donc, Vocalcom, moi j'ai rejoint Vocalcom il n'y a pas très longtemps, donc certains d'entre vous nous connaissent. On est un CCaaS plutôt spécialisé dans les outils de campagne d'appel sortante et l'intégration CRM. Donc, on est une PME, nous, pour le coup. On est 230 personnes, mais très réparties dans le monde et certainement avec un impact plus important, je pense. Alors, je viens d'arriver, donc je suis encore un peu objective, que notre taille. Voilà, donc on travaille avec WebHelp, enfin pas moi, enfin pas nous, mais en tout cas, WebHelp et Vocalcom travaillent ensemble depuis 15 ans, principalement sur les campagnes sortantes. Donc en fait, nous, on voudrait vous parler aujourd'hui justement de cet univers des campagnes sortantes et le bouleversement auquel il est confronté aujourd'hui. Sujet préféré, les Français. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on écoute Gartner, en fait, on a l'espèce du dilemme. Alors, quand j'étais plus jeune chez BT, on appelait ça le demand gap. En gros, il y a un bug, comme dirait mon fils. Les marques, de plus en plus, parce que ça leur permet de mieux contrôler leurs coûts et de fidéliser, de segmenter et d'avoir des campagnes marketing plus efficaces, veulent substituer la réactivité par la proactivité. Gartner nous dit même qu'il y aura, je crois, 80% des contacts qui seront outbound en 2025, non pas 80%, plus de 50% des contacts qui seront outbound en 2025 et non plus inbound. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout le monde veut engager la conversation et devancer les désirs du client. Par contre, les clients, ce qu'ils veulent, qu'on leur foute la paix à certains moments et qu'on ne les contacte que quand ils le veulent bien. D'autre part, nous avons le législateur qui dit halte, parce que comme il y a eu pas mal d'escrocs et pas mal d'abus, on va pas en parler, il y a un cadre réglementaire qui est de plus en plus restrictif, pas seulement en France, à peu près dans tous les pays du monde, sur les campagnes d'appel sortantes en particulier, et qui se concentre pas mal, la cible, c'est les campagnes téléphoniques. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? D'accord? Donc, nous, on a travaillé ensemble, comme on dit, on travaille ensemble depuis 15 ans, et récemment, on a entamé une réflexion sur substituer à l'intrusion l'acceptation. Ah. Puis en plus, ça fait le tic, c'est très bien. Mais c'est la vérité, c'est que de toute façon, il n'y a plus le choix pour la plupart de nous. Donc, on travaille sur deux axes majeurs. D'une part, évidemment, ce n'est pas très original, mais c'est pareil, il n'y a pas le choix. Travailler sur la data et l'utilisation de la data pour comprendre comment engager cette conversation. Et deuxièmement, donc la data à la ressource, et c'est Dominique qui va vous en parler. Et deuxièmement, comment faire pour utiliser l'ensemble des canaux et les combiner de manière à obtenir cette acceptation de la part de notre client. Donc, je vais céder la parole à Dominique qui va nous parler de la data à la ressource. Cette data, elle est importante parce que le constat qu'on fait, c'est que l'enjeu, ce n'est pas technique, ce n'est pas de surnuméroter pour joindre des personnes. On l'a dit, ce n'est plus un enjeu, c'est aussi maintenant une contrainte réglementaire. L'enjeu data est donc de comprendre ce que ça veut dire d'engager un client et de trouver une joignabilité d'un client.
Donc, il y a plusieurs niveaux de cette data. On a une analyse data. Déjà, je mentionnais Gobillon Partners, c'est ce cabinet internalisé qui a une cellule de data analytics. Cet enjeu data est important parce qu'il va justement être au cœur de ce canal téléphonique et aussi de ce qu'il y a autour. Et on parle d'omnicanalité et c'est bien cette partie omnicanal qui va alimenter une partie de cette analyse du contexte, de la joignabilité, des envies et de ce qui va être pertinent pour croiser un besoin d'être joint et une possibilité d'être joint et la volonté d'une entreprise de joindre son client. Donc, avec cet engagement digital, ce qu'on peut dire, c'est que ces contacts, ils sont, on l'a vu aussi dans d'autres témoignages, pour partie automatisés. Ils sont de plus en plus digitalisés et ça, c'est une réalité, même si on reste quand même dans une joignabilité dans nos métiers fortement via le téléphone. Alors, Saresa, c'est une exception. Je trouve ça a l'air un bel engagement osé de faire ça et c'est belle aussi, donc bravo aussi. Mais il n'en demeure que de ce qu'on voit nous dans la majorité de nos clients, le canal téléphonique reste quand même prépondérant. On va le voir aussi tout à l'heure. Si tu peux passer à la suite. Donc, on a par exemple, j'ai voulu un peu illustrer les différentes typologies, les différentes méthodes que l'on peut rencontrer dans ce type de projet. Là, on est centré sur la téléphonie, mais pas que, puisqu'on a aussi une analyse data qui va alimenter un contexte autour de la téléphonie. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. On va dire que c'est un peu la transition vers l'avenir, et c'est un peu ce qui est devenu mature aujourd'hui et ce qui ne sera pas forcément l'engagement de demain qu'on va avoir un peu plus sur l'omnicanalité. Ça veut dire quoi, ce type de parcours préparé autour d'une méthode, autour d'une analyse de la data? Ça veut dire avant tout une joignabilité, mieux joindre ses clients par des outils. Il y en a un qui est cité à gauche, qui marche très bien pour apporter un contexte de joignabilité autre qu'un numéro de téléphone, et donc notamment un parcours digital qui peut alimenter cette joignabilité. On a un parcours qui peut aussi se coupler avec d'autres canaux comme le SMS qui est assez clé sur la joignabilité pour notamment améliorer la possibilité de joindre les clients. Et de même, cette data que j'évoquais tout à l'heure, qui va permettre une analyse, qui va alimenter un contexte, qui va donner une méthodologie de ciblage, de scoring, qui va être vraiment propre à la pure analyse data, et qui va là aussi alimenter cette joignabilité. Tout ça va rentrer dans une logique de mieux vendre, parce que là on est dans un cadre de téléprospection, et donc mieux vendre dans le sens mieux servir un besoin, d'aboutir à un appel qui va permettre une vente, et dans ce cas-là, ça peut être soit du recouvrement, qui est entre guillemets une vente quand même, puisqu'on a besoin de recouvrer cette créance qui est en cours, ou une vente directe. Quoi qu'il en soit, ça va être autour aussi d'un couplage plus riche que de la data seulement, puisqu'on est capable d'associer ça à une démarche d'analyse de la voix. Le speech analytics, c'est un outil qui aujourd'hui est très mature et qu'on sait aussi coupler sur le sortant. Le speech analytics, ça permet par exemple de s'assurer de la conformité d'une vente. On peut scanner automatiquement l'intégralité des appels, on peut donner un scoring de conformité à ces appels et s'assurer qu'on n'est pas en train de faire de la surpromesse, on est bien dans un cadre réglementaire précis. Ça aussi, c'est important dans le contexte actuel. On a aussi des technologies qui permettent d'optimiser la voix du conseiller. Quand je dis optimiser, c'est la rendre, par exemple, plus joviale, engageante. C'est des algorithmes très fins qui agissent mais très minoritairement sur la voix, mais qui vont donner un engagement un peu différent. On appelle cette solution Smile. Et enfin, on a aussi la capacité de mieux qualifier un parcours de vente depuis une cellule spécialisée qui chez nous s'appelle Elmer et qui va permettre, avec une approche multimarque, eh bien, de livrer un service qui va prendre en compte toute cette démarche qu'on a vue au préalable et qui va permettre aussi, dans un cadre de multimarque, d'apporter un enrichissement sur ce qu'on détecte comme valeur d'un contact et d'un client dans ce qu'on va pouvoir nous promettre en termes d'approche commerciale sur ces marques. C'est tout. Donc tout ça pour dire qu'on s'est couplé ça avec aussi des projets spécifiques autour de la data. Et quand on couple ça d'un point de vue spécifique autour de la data, on le fait avec des démarches, comme je le disais tout à l'heure, spécialisées, donc avec un parcours assez classique en amont de la pure data analytics, avec une approche qui va créer des itérations de contexte, qui va créer des itérations
d'enrichissement et qui va permettre de quelques mois, parce que ça reste des chantiers quand même complexes, on parle de 4 mois à 6 mois en général autour de ce genre de chantier. Cette complexité, en fait, elle va permettre de faire aboutir différents parcours et notamment d'adresser un ciblage entre une donnée omnicanal et notamment ce qu'on est en train de faire de plus en plus, justement, donner entre l'omnicanal et le canal voix traditionnel. Et ça permet notamment de donner un contexte particulier à chaque client autour de sa propre data, de la data, du contexte de prise de contact. Et ça permet surtout derrière de mettre en place ces différents scorings que j'évoquais en amont et avec ces scorings, de lancer des campagnes beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pertinentes et qui vont aussi ne pas générer cette surnumérotation qu'on a connue par le passé, permettre vraiment de vendre sans harceler, entre guillemets, les clients qui ont besoin d'être joints. Donc, il y avait quelques chiffres que je n'ai pas cités tout à l'heure dans l'approche data. Ces chiffres un peu plus globaux, mais qui me semblent assez intéressants parce que je crois que c'est, enfin, je peux le dire, c'est ma belle-mère qui me le dit, mais la téléphonie, c'est pas fini. Ça, c'est un peu la preuve qu'effectivement, c'est toujours pas fini la téléphonie, même si on a entendu parler de la. Sauf chez Sarenza, effectivement, c'est fini. Mais en tout cas, alors, ma belle-mère n'est peut-être pas votre cliente, je suis désolé. Et vous allez peut-être y revenir. Et on va des canaux. Mais c'est quand même important parce que il y a 5 ans, on prédisait la fin de la téléphonie, ou en tout cas sa fin, son périclitement de manière assez prononcée. On n'y est toujours pas, ça c'est une réalité qu'on voit nous aujourd'hui. Pour vous donner quelques chiffres, chez WebHelp, ce qu'on appelle Région France, donc sur nos plateformes internalisées, on émet 2,5 millions d'appels par jour, qui ne sont pas forcément joints, mais c'est de l'émission d'appels, et on reçoit à peu près 1,5 million d'appels par jour. Donc ça reste quand même des volumes très significatifs, et on le voit chez nos clients, il n'y a pas encore de volonté de tout faire basculer, mais bien de compléter la téléphonie avec un parcours différent, avec un parcours autour de la robotisation, de l'automatisation amont, ça c'est une réalité, mais ça reste encore des flux assez modérés. Et ce qu'on dit aussi, c'est que sur ces parcours téléphonie, on fait déjà la transition. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la téléphonie effectivement comme un canal à part, on voit bien ça comme un canal intégré, et on le voit comme un canal à valeur ajoutée, parce que une des valeurs importantes chez nous, c'est le Think Human, c'est devenu notre branding depuis quelques années. C'est justement à travers cette qualité de relation humaine, cette sensibilité humaine qui est plus prononcée sur un téléphone que sur un autre axe, qu'on va être capable justement de faire la différence d'une valeur ajoutée. Et l'enjeu pour nous, c'est de proposer un contact à valeur ajoutée sur le bon canal, et c'est un enjeu du coup qui est facilité par cette analyse data qui va permettre de bien positionner la valeur du bon contact sur ces différents parcours de data analytics qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc voilà, donc ce qu'on vient de vous expliquer, c'est que bien entendu, il y a plein de manières et plein d'innovations technologiques qui nous permettent d'améliorer la joignabilité et aussi l'acceptation du canal voix, et que donc il est sûrement pas mort. Par contre, ce n'est pas forcément suffisant. Comme on a vu avec Sarenza, nous assistons à l'avènement des messageries sociales. Et tu sors ces chiffres? Alors ça, c'est Infobip qui m'a gentiment donné ces chiffres-là. Alors, je vais dire un truc, c'est que je les ai croisés avec les chiffres de l'étude BT Cisco et c'est à peu près les mêmes. Donc, en gros, c'est assez fiable. On est preneurs d'une étude qu'on va faire ensemble avec les FRC. Ouais. C'est de voir le poids économique par rapport au ouais. de la relation en France, ou pas en France. Alors, ça, c'est pas de la France, ça, c'est mondial. Ouais. Donc, sur la France. OK. Alors, ce que tu dis est vrai. Regarder ça. Les flux téléphoniques globalement montent chez les prestataires et en interne. On n'a pas les chiffres, on n'a pas la preuve. Alors, en fait, il faut savoir un truc. Quand j'étais chez British Telecom, on faisait une étude tous les 2 ans cofinancée par Cisco. Au début, c'était sur beaucoup de pays. Après, on a fait ça sur une vingtaine de pays. Et, voilà. Et on a vu une stagnation jusque en 2018-2019 des réseaux sociaux comme canal d'engagement avec des marques. Ça existait, mais il y avait une stagnation. Et ensuite, ça a décollé avant le Covid, juste avant la pandémie. Et maintenant, on a une croissance qui est... on va l'analyser tous les ans et on va le faire sur tout. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'email, tout le monde avait tué l'email, un peu comme la voix, pas vrai. L'email est toujours là, en particulier
confirmation. Ça dépend. Les opérateurs télécoms vont tuer. Mais pas tous. Ouais, secteurs. tout à fait. Donc, belle étude à monter en soi. ouais. C'est aussi ma façon de ce messaging, etc., ça pousse au secteur bancaire. Et notamment, est-ce que ça risque pas de décrédibiliser l'image sérieuse de donner ces entreprises qui communiquent des informations très traditionnelles aussi. Je ne sais pas, parce que ça, c'est pas, enfin, c'est assez subjectif, mais à partir du moment où une personne choisit un canal, on va en parler à un moment donné et pour un objectif donné, c'est pas forcément décrédibiliser sa marque de choisir ce canal pour engager la conversation avec le client. Vous voyez, il n'y a pas de raison. Enfin, j'en vois pas. Après, effectivement, bon, on peut voir aussi quels sont les cibles, parce que si je m'appelle LCL et que je veux, ou Crédit Mutuel, et que je veux cibler les moins de 25 ans, eh bien, je ne pense pas du tout que ça soit décrédibiliser sa marque d'aller faire une campagne sur Instagram. Au contraire, on a un moins vieux. Une campagne, j'ai plutôt là des échanges avec ah oui. Inphobie. Ça interrompt. C'est une question qu'on se pose en France. Mais or, ça s'élève plus bas en Espagne. Ouais. Les banques espagnoles utilisent la messagerie. Oui, c'est pas. Ouais. En France, en effet, on est d'accord. D'ailleurs, les permanents WhatsApp, on est en France, mais ailleurs, les banques. Charles avec qui on la banque. Alors, effectivement, on en parlait justement. C'est vrai que c'est un secteur qui est encore été réticent. Mais en fait, moi, j'adore cette question-là parce qu'en fait, c'est une histoire de l'email, par exemple, qui a un compte Gmail ici. Tout le monde parle. Donc, ça n'a pas l'air de gêner les gens de passer par là. Je pensais même, je pense que aux emails, évidemment, c'est plus compliqué. Je pensais plutôt vraiment à ces plateformes de WhatsApp, on parlait d'Instagram, de Facebook. C'était plutôt là-dessus. Mais je pense que c'est très français, la sensation que les réseaux sociaux ne sont pas sérieux. Parce que tu voyais les banques, par exemple ING en Hollande ou dans le nord de l'Europe, ou même en Espagne, hein, comme tu disais, eh bien, non, je veux dire, c'est par définition, ce sont des canaux qu'ils utilisent puisque c'est des canaux choisis par leurs clients. Et ça met exactement ça. Tu te rappelles, à Stratégie Client, on avait fait... votre guerre. À Stratégie Client, on avait fait une interview avec Relations Clients, le magazine Relations Clients, et tu avais dit un truc, c'est très vrai, c'est que moi, il me semble qu'il faut mettre en parallèle l'avènement des réseaux sociaux avec la prise de pouvoir du client. Pourquoi ? 2007. Hein ? Avec l'arrivée de ça. Voilà. 2007. Oui, peut-être, oui, 2007. La prise du pouvoir du client, pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte, et Sarenza est un exemple criant, qu'avant, beaucoup de marques imposaient aux clients un canal de contact. Maintenant, elles s'adaptent et elles vont communiquer sur le canal choisi par le client. Et ça, c'est l'avènement de la prise du pouvoir du client. Et un média. On l'a entendu. Et le truc, c'est, la question qu'il faut se poser, c'est peut-être aussi comment ils choisissent. Parce que, en fait, c'est pas statique tout ça. C'est pas genre, les vieux utilisent Facebook Messenger, les jeunes Instagram, et c'est valable pour le monde entier. Et tout à coup, on a fait une règle pour 7 milliards de personnes. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, les individus et les clients donc choisissent leur canal en fonction de critères qui sont beaucoup plus subjectifs et beaucoup plus dynamiques que ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je veux espionner mon fils, j'utilise Instagram. Par contre, quand je veux communiquer ou organiser l'anniversaire de mon cher et tendre avec des gens du même âge que moi, j'utilise Facebook Messenger. Vous voyez ? Oui, je crée un événement Facebook Messenger. Donc ça, c'est dans ma vie privée. De la même manière, pour mon engagement avec les marques, eh bien, si mon frigo tombe en panne un samedi, je vais prendre mon téléphone tout de suite pour appeler Darty. En gros, je ne vais pas passer par un canal parce que je suis en grande panique vu que mon congélateur, je vais tout perdre, vous imaginez, c'est pas top. Par contre, si je suis dans le train et que je veux renouveler mon contrat d'assurance, il est très probable que je sois tout à fait d'accord pour dialoguer avec un chat. Donc, en fait, les canaux et aussi les réseaux sociaux vont dépendre du moment, du rôle et de l'objectif. C'est-à-dire qu'en tant que personne, on n'est pas une seule personne. Vous avez plein de rôles dans votre vie. Et donc, votre choix de canal va dépendre de votre rôle, du moment de la journée où vous êtes, dans la situation,
et de l'objectif que vous avez. Pour engueuler quelqu'un, c'est mieux la voix. Parce qu'il y a l'émotion et le lien, a dit quelqu'un tout à l'heure. Donc, ce choix, en fait, on voit que des marques comme Sarenza ou comme beaucoup d'autres vont en inbound, vont mettre à la disposition des clients le canal qu'ils veulent en fonction, ils vont pouvoir choisir en fonction de leur objectif, de leur moment et de leur rôle. Donc ça, en inbound, c'est assez, quelque part, c'est assez facile. Enfin, c'est pas facile, mais je veux dire, c'est une transformation qui est possible. Comment on fait en outbound? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que comment on fait pour engager la conversation sur le bon canal, au bon moment, avec le bon motif, alors que ce n'est pas le client qui l'initie. Donc ça, c'est tout le challenge sur lequel on est en train de réfléchir avec WebHelp, mais aussi avec Infobip qui se trouve là-bas. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arriver à combiner les canaux. Ça, c'est des réussites. Ça peut être ça après, c'est la question. L'idée, c'est de combiner les canaux, différents canaux, de choisir, de réussir à, c'est un parcours itératif vertueux, de réussir à comprendre quel est le canal préféré d'un client pour tel ou tel motif, d'engager la conversation pour ce canal, de lui offrir, comme vous disiez tout à l'heure, un parcours, c'était votre conclusion, je crois, un parcours, une combinaison de proactif, de réactif, de façon à capturer de la donnée, l'orchestrer grâce à l'intelligence artificielle et l'organiser et la mettre à disposition dans un repository universel qui est généralement le CRM, mais ça peut être autre chose. Et de cette façon, on va pouvoir décider à tout moment du parcours client, de façon un peu prédictive, on va dire, quel canal on va utiliser à quelle étape. Et la voix devient une étape du parcours client et le canal qui va nous permettre d'établir le lien de la manière la plus forte et de pouvoir communiquer sur le vecteur de l'émotion, comme on a dit avec, comment ça s'appelle? Voilà, j'ai trouvé cette présentation. Donc, ce processus itératif vertueux va nous permettre en fait d'obtenir l'acceptation du dialogue de la part du client. Au lieu de le bombarder d'appels et d'être intrusif, on va lui demander son avis et son accord par le bon canal, au bon moment et avec un motif dont on imagine, dont on espère qu'il va l'intéresser et on va s'en assurer grâce à une analyse de données fines. Voilà, c'est le consentement, l'acceptation, l'adhésion en premier et ensuite la voiture. Donc, vous nous suivez, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de travailler aujourd'hui sur des solutions sortantes qui vont être avec tous les canaux. C'est-à-dire que c'est votre prochaine étape, je pense. Enfin, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est de designer des parcours sortants omnicanaux avec cette combinaison cycle itératif vertueux qui nous permettent de devancer le désir des clients, d'être à leur écoute à travers les réseaux sociaux, l'IA et tout ce qu'on veut, sans faire trop de Big Brother and is watching you, voyez, et de pouvoir optimiser cet engagement de la conversation. De cette façon, on peut s'imaginer que la voix, et c'est pour ça que je dis peut-être que vous y reviendrez, la voix, quand elle est utilisée dans un parcours client organisé de cette façon et qu'elle intervient au bon moment, pour le bon rôle et le bon objectif de la part de notre client ou de la part de la marque, elle va devenir un facteur différenciant. C'est-à-dire qu'on va injecter l'humain au bon moment, quand c'est complexe ou quand c'est émotionnel. Parce qu'en fait, c'est les deux trucs. Quand c'est trop complexe, on veut parler à quelqu'un. Quand on est en colère ou super content, on veut parler à quelqu'un. Et on peut même s'imaginer, comme disait une collaboratrice de Dominique qui travaille sur le métaverse, que à la limite, dans un centre commercial en métaverse, la voix peut faire la différence et de parler à quelqu'un quand on arrive quelque part peut devenir le facteur différenciant dans un espèce de grand... Pour moi, c'est une vision d'horreur, mais c'est peut-être une à expliquer ça aux députés. Voilà. Les prochaines lois qui nous attendent. Oui, peut-être. Mais bon, après, si on le fait sur la base de la définition d'acceptation. Donc, l'idée, c'est de dire, bah voilà, quand quelqu'un est dans un centre commercial métaverse ou virtuel, on va pouvoir lui proposer une conversation humaine au bon moment. Donc ça, c'est le futur. Quelque chose. Pour conclure, on fasse ça y est. Parce qu'on a négocié un délai sur la pause. Sinon, on reste encore quelques minutes. Bah, je crois qu'on arrive totalement à la fin. J'ai oublié d'amener le slide, mais
L'idée, c'est de dire, on arrête de dialer, vous savez, les dialers, d'accord? On engage la conversation au moment. Et l'idée, c'est que le client finisse par désirer vous parler. Ça va plaire à la loi des GLN. Alors, le seul problème, c'est actuellement le plan de numérotation ARCEP, ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai un atelier omnicanal, enfin, se revenir les juristes. Et puis voir ce dont on parle là, sur les canaux omnicanal orchestrés en sortant avec la voix qui intervient plus tard. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà obtenir leur support? On va inquiéter de voir l'avocat de la FRC. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Donc, on va